Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. Eh bien, à la une dans l'actualité nationale, dans le cadre de la réponse nationale face aux effets persistants de la sécheresse initiée par le président de la République, son Excellence Ismaël Mgueli, une vaste opération de distribution humanitaire a démarré hier matin dans la région de Dikil. Rappelons que dès les premières heures de la matinée, des convois chargés de vivres ont été acheminés vers plusieurs localités sévèrement touchées, à savoir Sadli, Koutabouya, Bakéré. Au total, 216 ménages ont reçu une aide alimentaire complète par des rations destinées aux cheptels, ressources essentielles pour les éleveurs de la région. L'opération a été menée sous la supervision directe du préfet de la région de Dikil, M. Hassan Abdi Roble, accompagné du chef du corps de Riyad, du commandant de la compagnie de la gendarmerie de Dikil, ainsi que des sous-directeurs régionaux du ministère de la Culture. Autre composante essentielle de cette mobilisation, une équipe mobile de santé conduite par le médecin-chef de Dikil a été déployée. Sa mission, couvrir l'ensemble des zones affectées, assurer un suivi sanitaire de proximité et prodiguer des soins de première nécessité aux populations vulnérables. Cette opération d'envergure se poursuivra dans les jours à venir avec pour objectif de couvrir toutes les localités impactées par la sécheresse. Et comme vous le voyez, les équipes mobiles du ministère de la Santé, conduites par le médecin-chef de Dikil, a également été déployée. Rappelons que cette mission de proximité à l'ensemble des zones affectées a assuré un suivi sanitaire de proximité et prodigué des soins de première nécessité aux populations vulnérables. De là, nous passons vers le nord du pays où, dans le cadre du plan national d'action contre les conséquences hautement dommageables de la sécheresse persistante, initiée par le gouvernement, une délégation conduite par le préfet de Tadjoura, Mohamed Ahmed Abbas, a mené une mission humanitaire dans plusieurs localités durement touchées par la sécheresse, notamment dans la sous-préfecture de Dora, Mounkour et Balhou. La délégation comprenait également le vice-président du conseil régional et des représentants du ministère de la Culture, du ministère de la Santé. Cette action s'inscrit dans les efforts continus du gouvernement pour atténuer les effets du changement climatique, à savoir la sécheresse aussi. Au total, 5 camions chargés de vivres alimentaires et d'aliments pour bétail ont été acheminés vers ces localités à Mounkour plutôt, situé à une trentaine de kilomètres de Dora. 2 camions ont permis la distribution de plus de 300 sacs de vivres, d'aliments pour bétail aux familles affectées. Eh bien, dans la localité de Balhou, où les habitants, comme vous le voyez sur les images, le secteur de Siarou, ont été particulièrement éprouvés par une sécheresse prolongée. De 3 camions ont apporté plus de 400 sacs d'aide alimentaire, comprenant également des rations pour bétail. Cette opération d'urgence vise à répondre aux besoins immédiats des populations sinistrées, tout en marquant l'engagement des autorités à renforcer la résilience des communautés face aux aléas climatiques. Le gouvernement réaffirme son engagement à poursuivre et intensifier les efforts pour atténuer l'impact de la sécheresse sur la population vulnérable, en mettant en œuvre des actions coordonnées, durables et solidaires à travers l'ensemble du territoire national. Éprouvés par une sécheresse prolongée. 3 camions ont apporté plus de 400 sacs d'aide alimentaire, comprenant également des rations pour bétail. Eh bien, lors de son intervention, le préfet a souligné la gravité de la situation dans plusieurs zones. Les habitants souffrant cruellement du manque d'eau, la soif, poussent de nombreuses familles à quitter, a-t-il dit, leur village, notamment à Garbtou, Siarou et Hillou. Il a également mentionné que certaines populations ont d'autres recours que transporter l'eau par caravane, soulignant l'urgence de l'intervention. L'opération humanitaire menée avec le soutien du gouvernement vise à soulager les populations affectées, à garantir un accès minimal à l'eau potable et à des vivres alimentaires ainsi que pour le bétail. Le préfet a assuré que l'aide se poursuivra pour toucher l'ensemble des localités sinistrées par cette sécheresse.
Eh bien, la population ayant reçu l'aide du gouvernement ont exprimé leur gratitude. L'un des responsables du village de Mounkour a indiqué que leur localité faisait partie des premières à bénéficier de cette aide et que les habitants étaient dans le besoin et dans une situation difficile. Il a rappelé qu'au total, 180 familles ont bénéficié de cette assistance. Il en remercie le gouvernement ainsi que les représentants locaux. Je vous emmène en France cette fois-ci, où, toujours dans le cadre de sa participation aux 50e sessions de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, M. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale de la République de Djibouti, a été reçu officiellement aujourd'hui par M. Gérard Larcher, président du Sénat français, au Palais du Luxembourg, siège du Sénat de la République française. Protocolaire s'est tenu avec toutes les honneurs dus à son rang, marqué par la présence de la garde républicaine française et le déploiement du tapis rouge témoignant de l'importance accordée à cette visite. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations parlementaires entre les deux institutions et a permis un échange fructueux sur des sujets d'intérêt commun, notamment la coopération interparlementaire ainsi que la consolidation des liens d'amitié entre la République de Djibouti et la République française. Les deux parties ont également évoqué les relations historiques et uniques qui lient Djibouti et la France, fondées sur la confiance, la solidarité, une coopération multiforme, enracinée dans le temps. Rappelant que la délégation djiboutienne, conduite par son Excellence, M. Dileta Mohamed Dileta, était composée de son Excellence, M. Aïd Moussa Yahya, ambassadeur de la République de Djibouti en France, l'honorable Omar Abdillahi Ahmed, président délégué de la section djiboutienne APF, ainsi que l'honorable Mme Ileya Ismail Guedi, membre de la section djiboutienne de l'APF et présidente de l'opposition UDJ. Rappelant qu'au côté français, c'est M. Gérard Larcher, était accompagné de M. Loïc Hervé, vice-président du Sénat, M. Pascal Alizard, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. La rencontre empreinte de cordialité et de respect mutuel a illustré la solidarité des relations entre les deux pays et l'attachement commun au dialogue parlementaire comme vecteur de rapprochement et de coopération durable. Retour à Djibouti, où sous le patronage du ministère du Travail, l'Institut national de l'administration publique, son acronyme l'INAP, a abrité une cérémonie solennelle de remise des certificats de fin de formation en anglais en collaboration avec l'ambassade des États-Unis. Cette formation, dispensée par des experts américains, s'est étalée sur une durée de 8 jours. 8 mois plutôt, au sein de l'INAP, bénéficiant aux employés des différents départements ministériels. Et durant ces 8 mois, sous la présence du ministère de l'Emploi et du ministre Omar Ziad, l'ambassadrice des États-Unis à Djibouti, Mme Cynthia Krutch, ainsi que M. Sharmak Idriss, directeur général de l'INAP, des conseils des différents partis et les participants venus des différents ministères. Au cours d'événements significatifs, 60 participants ont été honorés pour leur engagement et leur réussite dans cette formation cruciale. Des échanges, des cadeaux, cette cérémonie de remise de certificats marque un jalon dans les parcours de développement professionnel des participants, renforçant l'engagement de l'INAP à fournir des formations de qualité pour répondre aux besoins du secteur public, suivi des séances de photos de famille. Écoutons à présent le ministre du Travail. C'est avec un profond sentiment d'accomplissement que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la formation en communication biblique en anglais, organisée pour les agents des différents ministères de notre administration. Cette formation qui s'est déroulée sur une période de 6 mois, d'octobre 2024 à mai 2025, s'inscrit pleinement dans notre politique de renforcement des capacités au sein de l'administration publique. Elle répond à une exigence croissante, celle de maîtriser l'anglais, langue désormais incontournable dans les échanges professionnels, diplomatiques et institutionnels. Je tiens à souligner
que cette initiative est le fruit d'une collaboration exemplaire avec l'ambassade des États-Unis, témoignant ainsi de l'excellente relation et de la coopération continue entre nos deux pays. Cette formation a bénéficié du soutien direct et engagé de Madame l'ambassadrice, que je salue avec gratitude pour son appui précieux et constant. Thank you, Madame. La première phase, entièrement virtuelle, a rassemblé 60 agents issus des divers ministères. Elle a été animée par M. Gordon, expert reconnu en communication biblique, qui a su transmettre avec clarté et passion les pages essentielles de la communication professionnelle en contexte anglophone. La seconde phase, plus ciblée et pratique, s'est tenue d'avril à mai 2025 en partenariat avec les soldats du camp Lémonnier, que je salue également ici. Cette étape a permis à 20 agents sélectionnés de renforcer leurs compétences à travers une formation orale intensive, concrète, vivante et pleinement immersive. Mesdames et messieurs, la communication biblique efficace n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle est le socle de toute gouvernance moderne, inclusive, transparente. À travers cette initiative, nous avons voulu doter nos agents bibliques d'un outil puissant, la parole juste, claire et confiante dans un environnement international. Je remercie l'INAP pour la mise en œuvre de ce projet et j'exprime encore une fois notre profonde reconnaissance à l'ambassade des États-Unis, à Madame l'ambassadrice ainsi qu'à nos partenaires du camp Lémonnier pour leur implication exemplaire. Une importante réunion sur la coopération au développement entre l'Union européenne et la République de Djibouti, organisée conjointement par le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie et la délégation de l'Union européenne. Cette rencontre a réuni des responsables gouvernementaux, des partenaires opérationnels ainsi que des représentants des États membres. L'objectif est faire le point sur l'état d'avancement des projets financés dans le cadre du partenariat Union européenne-Djibouti, notamment dans le cadre du programme NDCI, à savoir Global Europe 2021-2027, et renforcer le suivi de la coordination des actions menées sur le terrain. Dans son intervention, l'ambassadeur de l'Union européenne a réaffirmé l'engagement de l'Union européenne à accompagner Djibouti dans sa vision 2035 en mettant l'accent sur les priorités comme la gouvernance, la paix et la sécurité, mais aussi les grands chantiers infrastructures dans les domaines du digital, du transport et de l'énergie grâce à l'initiative Global Gateway. La réunion s'est tenue en deux temps. Une première partie stratégique présidée par le ministre de l'économie et des finances et l'ambassadeur de l'Union européenne, suivie d'une séance technique avec des partenaires mis en œuvre pour discuter des défis concrets et partager des bonnes pratiques. Rappelons que ce nouveau cadre de concertation vise à rendre l'aide au développement plus efficace, plus transparente et mieux alignée sur les priorités nationales, notamment le plan national de développement 2025-2030. La volonté partagée d'approfondir notre partenariat dans un esprit de confiance mutuelle, d'alignement sur les priorités nationales et de co-responsabilité dans la mise en œuvre des engagements. L'Union européenne est un partenaire stratégique pour Djibouti, que ce soit à travers l'appui à la gouvernance, l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes ou encore la résilience face aux défis du changement climatique. Nous saluons l'alignement constant des programmes et projets initiés ou conduits par l'Union européenne sur les objectifs de développement de notre pays, tels que définis dans la vision 2035, Djibouti 2035 et les plans qui en découlent. Eh bien, dans son intervention, l'ambassadeur de l'Union européenne a réaffirmé l'engagement de l'Union européenne à accompagner Djibouti dans sa vision 2035. Écoutons-le. Et toujours dans cette cadre de concertation qui vise à rendre l'aide au développement plus efficace, plus transparente et mieux alignée sur les priorités nationales, notamment le plan national de développement 2025-2030. Pour plus de précisions, écoutons le secrétaire général du ministère des Finances. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici, non seulement pour discuter de la coopération entre l'Union européenne et la République de Djibouti, mais aussi pour examiner ensemble
le chemin que nous avons parcouru jusqu'à présent et la voie qui s'ouvre devant nous. Ce moment est crucial, surtout dans le cadre de la nouvelle approche de mise en œuvre de la coopération au développement, mise en place dans le cadre financier multiannuel 2021-2027. La délégation de l'Union européenne, en partenariat avec notre ministère, a ainsi initié cette réunion pour un suivi structuré des projets de coopération nous permettant de dialoguer de manière efficace autour des défis et des opportunités qui se présentent à nous. Ces premiers pas marquent une démarche nouvelle, prometteuse, nous conduisant vers une coopération plus efficace et plus transparente. Le cadre de financement pluriannuel qui a été instauré nous offre une perspective d'engagement durable vis-à-vis de nos partenaires, et ce, dans un esprit d'innovation, de réponse adaptée aux besoins des Djiboutiens. La coopération au développement de l'Union européenne est clairement orientée vers la réduction de la pauvreté et la réalisation des objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, cela est un objectif que nous partageons tous, un objectif qui nécessite notre engagement collectif. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle en collaboration avec le Programme alimentaire mondial, sous son acronyme le PAM, qui a tenu ce matin à l'hôtel Sheraton un atelier de consultation nationale majeure. Ce rendez-vous vise à élaborer des menus standards et équilibrés pour les cantines scolaires à l'échelle nationale. L'atelier, présidé par le secrétaire général du MENFOP et le représentant du PAM à Djibouti, a rassemblé inspecteurs régionaux, directeurs centraux, représentants d'organisations internationales, autorités sanitaires ainsi que des experts en nutrition. L'objectif est clair, définir des menus en adéquation avec les besoins nutritionnels des élèves, tout en renforçant la coopération entre les secteurs de l'éducation, de la santé et de la nutrition. Madame Assirida, responsable des cantines scolaires du MENFOP, a présenté les programmes alimentaires scolaires à Djibouti, tandis que Madame Linda Kayad a partagé les résultats du Fonds national de nutrition sur les besoins élevés. Le directeur pays du PAM a salué cette initiative, précisant que l'alimentation scolaire est un levier crucial pour l'accès à l'éducation. Cet atelier a également permis aux participants d'échanger sur l'élaboration de menus adaptés visant à promouvoir la santé et la réussite éducative des enfants, en particulier dans les zones rurales reculées. Eh bien, le directeur du PAM a salué cette initiative, précisant que l'alimentation scolaire est un levier crucial pour l'accès à l'éducation. De son côté, le secrétaire général du MENFOP a souligné l'importance de cette démarche pour la réussite éducative, affirmant qu'un enfant bien nourri est plus attentif et performant. Écoutons le secrétaire général du MENFOP. Nous reviendrons on passe à d'autres sujets dans ce 15 heures. C'est aussi le siège du Croissant Rouge de Djibouti qui a été le théâtre d'une rencontre de haute importance. Celle-ci a réuni les membres du comité exécutif national du Croissant Rouge. Tout à fait autre chose cette fois-ci. À la une dans ce 15 heures, c'est aussi la garde-côte. La garde-côte à la suite d'une surveillance maritime renforcée menée par le centre opération maritime de la garde-côte djiboutienne et la marine nationale dans la zone du détroit de Bab el-Mandab et du golfe d'Aden de la mer Rouge, grâce à l'utilisation des radars, des plateformes de communication assurant une couverture maritime permanente. Un appel de détresse a été reçu le 6 juillet dernier en provenance du navire vraquier Magic 16 battant pavillon libérien. En réponse à cet appel, la garde-côte djiboutienne et la marine nationale a immédiatement déclenché une opération d'assistance au sauvetage en mer visant à porter secours à l'équipage. 2 patrouilleurs de la garde-côte et 2 autres de la marine nationale ont déjà positionnés dans la zone stratégique Bab el-Mandab. Chargés des missions de protection maritime ont été mobilisés pour assurer la sécurité et l'escorte du navire commercial Safin qui a recueilli à son bord les 22 membres de l'équipage Magic 6. Cette opération d'assistance en mer qui s'est tenue à 147 milles nautiques, près de 272 km du nord de Djibouti, s'inscrit dans le strict respect de la convention SOLAS, établie dans sa première mouture
en 1914 qui porte sur l'obligation de tous les acteurs du domaine maritime à porter assistance et secours à toutes les personnes ou navires en situation de détresse. La coordination et la collaboration étroite entre la garde-côte djiboutienne et la marine nationale ainsi que les autorités portuaires témoignent de la solidarité et de la chaîne des responsabilités dans le domaine de l'assistance et du sauvetage en mer de notre pays qui répond avec vigueur et responsabilité à ses engagements internationaux. Dans l'actualité internationale, négociation de cessez-le-feu à Gaza, la résistance palestinienne maintient ses revendications. Washington espère un accord dans les prochains jours. Au 642e jour de la guerre d'extermination à Gaza, la résistance du Hamas a déclaré que Gaza ne se rendrait pas et c'est que la résistance qui imposera les conditions comme elle a imposé les équilibres. Le dirigeant Issad al-Richard a affirmé qu'il est désormais clair qu'il n'y a pas d'autre voie pour libérer les prisonniers israéliens qu'un accord sérieux avec la résistance. Eh bien, dans le même contexte, le président américain Donald Trump a qualifié la situation dans la bande de Gaza de tragique, soulignant la nécessité de trouver une solution à la guerre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.